Mes amis, nous sommes à l'aube d'un long week-end catch. Pas nécessairement catch télévisuel, mais catch pour Tom LaRuffa. Oh oui, oh oui. Demain, nous avons Rix Catch épisode 25 à Rennes. Et dimanche après-midi, nous avons HCP Héritage Catch professionnel. Oh oui, oh oui, ambition à Pont-Saint-Esprit. Avant cela, mes amis, nous faisons la review de TNA Wrestling du 14 novembre 2024 et demain, la review de SmackDown. Oh oui, bel esprit. Donc mes amis, comme vous le savez, ça fait maintenant 3 semaines que je regarde TNA Wrestling, d'où le fait que j'ai ressorti ce bon vieux t-shirt, non pas TNA, mais Impact Wrestling. Je peux vous dire que ce t-shirt, il en a vu. D'ailleurs, ça se sent à sa texture, il est complètement cramé. Pourquoi? Parce que je le mettais quasiment à chaque tapings pas WWE, mais chaque tapings TNA. Pour ceux qui sont pas encore trop familiers avec mon parcours à la TNA, j'y suis resté presque un an entier, tout 2016. Et je reviendrai dessus sur une TLR Stories, bien évidemment, parce que ma carrière à Impact était franchement, probablement... Alors, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue ressenti, j'ai préféré mon parcours à Impact qu'à NXT, largement. Oh oui, déjà parce qu'on était à la télé toutes les semaines avec Marcus, enfin avec Baron Dax, on était en équipe. Toutes les semaines, j'avais à la fois des matchs en équipe, des matchs simples, on avait le micro, on pouvait faire des promos, on n'avait quasiment aucun frein créatif. C'était allez-y les gars, voilà ce qu'on veut de vous, faites-le comme vous voulez. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est comme ça qu'en catch, un catcheur s'épanouit vraiment. Et donc, il y a 2-3 semaines, j'ai recommencé à regarder Impact Wrestling et... Enfin, TNA Wrestling, pardon, excusez le lapsus. Et direct, j'ai franchement accroché. J'ai accroché pour plusieurs raisons, mais avant tout, c'est le format du show que j'aime. Et on le verra dans la conclusion. Mais maintenant, je commence... Encore une fois, à regarder NXT, Raw, SmackDown, j'ai regardé AEW pendant 2 mois. Je commence à comprendre maintenant non seulement comment chaque promotion book leur show, et ce qui fait que chaque marque a sa propre saveur, sa propre, pas atmosphère, sa propre aura autour du produit. Et c'est ce que nous verrons dans la conclusion. Mais avant cela, mes amis, voyons en détail ce TNA Wrestling de la semaine du 14 novembre 2024. Donc, mes amis, on a commencé direct par du catch. Direct par un match entre Mike Santana et un des deux de First Class. J'ai pas noté le nom. Le plus petit des deux. Et franchement, c'est un très bon début de show avec un très bon début de match où une bonne histoire est installée et racontée avec le respect des gabarits respectifs des deux catcheurs. On n'en demande pas plus. Enfin, moi, personnellement, j'en demande pas plus, les amis. Avec 20 ans de carrière, maintenant, je me dis, bon, si je suis un catcheur un peu plus petit qui catch contre un gros balèze, ou l'inverse, si je suis un catcheur qui est un peu plus impressionnant que mon adversaire, on va le mettre dans l'histoire du match, on va le mettre dans les prises qu'on fait, on va les mettre dans la dynamique du match qu'on va faire, et pour que tout simplement, non seulement ça ait un sens, mais aussi qu'on ait une direction où aller, parce qu'il n'y a rien de pire en catch que des catcheurs qui n'ont aucune idée d'où ils veulent aller avec leur match et surtout aussi du message qu'ils veulent transmettre. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que un match de catch, quand on dit on raconte une histoire, c'est pas juste un échange de prises. C'est on part d'un point A, on arrive à un point B. Alors peu importe, ça peut être un match qui s'inscrit dans une storyline, oui, mais ça peut être juste aussi ce qu'on appelle un cold match, un match à froid, où il n'y a pas nécessairement une haine viscérale entre les deux adversaires, mais il faut qu'à la fin du match, on ait appris quelque chose des deux participants. C'est la base. Si vous n'avez pas fait ça, ça devient juste une exhibition de catch, et ça a pas trop de sens, et puis c'est pas un bel esprit. Oh non. Donc, dans cet aspect de l'histoire qu'il raconte, Santana, au début du match, bloquait la plupart des prises du petit gars, et c'est logique, le mec, franchement, Santana, je commence vraiment à le kiffer, hein. Le mec, il a un bon physique, il a du charisme, il a un bon style, dans le ring, il bouge très bien, il est très dynamique, franchement, bel esprit, et donc c'est totalement logique que, vu son physique, il bloque la plupart des prises du gars qui est en face de lui, qui est franchement beaucoup plus petit que lui. Franchement, j'ai même pas son nom. Il fait équipe avec le gros ancien footballeur américain qui était à la WWE, qui faisait ses émissions où ils allaient rechercher des trésors, enfin des anciennes reliques du catch. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est pour vous dire à quel point l'équipe First Class attire mon intérêt. Et donc bref, ouais, donc c'était un bon opener. Franchement, avec plein d'énergie et une victoire pour Mike Santana qui est pas très surprenante parce que j'ai l'impression qu'ils vont essayer de builder. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires anciennement, il était là
il était à la AEW. Ça se voit vu son expérience. Parce que dans le ring, je vous le dis, il a les instincts, il a les bons positionnements et il a une présence. Et ça, oh oui, je pense que Impact va faire de belles choses avec lui. Ensuite, mes amis, après ce singles match, cette ouverture de show direct en action avec un match, on a eu un match en équipe, un tag team match entre The Rascals et deux autres catcheurs qui s'appelaient Alan Angels et Jake Christ. Alors, tout de suite, vu les gabarits des gars et vu la vibe qu'ils ont, on sent que c'est un match qui va bien bouger. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu un match qui a bien bougé. En fait, il y a aussi un truc que j'ai appris avec ma carrière aux États-Unis et notamment dans le catch télévisé, c'est que il y a certains matchs, ça je sais plus qui me l'avait dit, franchement je suis incapable de vous le dire, mais certains matchs c'est comme un feu d'artifice. C'est juste, on va dire, c'est un interlude, c'est pendant le show, bon là c'est le match fireworks, c'est-à-dire boum 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 boum, allez vas-y on reprend la trame du show. Et en fait, c'était ça, ce match. Ce match, c'est un mini feu d'artifice. Ça part dans tous les sens. Ça part, il y a beaucoup de prises, ça va à 300 à l'heure. Ça enchaîne les dives, les enchaînements de prises, les super kicks à foison, etc. Bon, moi, je vous le dis franchement, personnellement, c'est pas trop mon style de catch. Vous le savez maintenant sur les vidéos, sur les reviews. Mais, comme j'ai dit, non seulement, j'ai dit, il faut tout pour faire un monde. Déjà, oui. Et tant que ça reste exceptionnel, ça passe. Comparons, j'aime bien comparer, vous savez, les métaphores c'est mon truc, notamment surtout pour les TL reviews. Comparez un show de catch comme un film. Si vous avez un super film avec une belle histoire et qu'à un moment dans le film vous avez une séquence où il y a plein d'explosions, vous en prenez plein la gueule, une grosse scène de combat. Ok, cool. Mais après, il faut la digérer. Et après, il faut reprendre le rythme du film, et il faut reprendre le développement des personnages, les gros dialogues et les grosses émotions. Mais en fait, c'est pareil pour le catch. Je veux dire, vous pouvez avoir de super matchs, des super personnages et des super scènes d'action. Au bout d'un moment, voilà, il faut un truc où ça pète dans tous les sens. Mais après, ok, cool, on reprend le rythme du truc. Parce que les films ou les shows de catch où ça part en sens non-stop, ça part dans tous les sens non-stop du début à la fin, ok, il y en a qui aiment ça, mais c'est pas du cinéma, c'est pas du catch. Je veux dire, qui va dire que, par exemple, je sais pas, trouvons un film où il y a soit des scènes d'action de ouf non-stop ou des effets spéciaux non-stop, allez, j'allais dire Transformers peut-être. Parce que même ça, j'en ai vu 2 ou 3, mais c'est pas que j'ai pas accroché, mais voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on en a vu un, on les a tous vus, quoi. Mais c'est exactement ça, en fait. Je pense que Transformers, on en a vu un, on les a tous vus. Parce que c'est pas que l'histoire change pas, c'est oui, elle change, mais au final, c'est toujours pareil, c'est des effets spéciaux, des voitures qui se transforment en robots, et le bien contre le mal, vraiment mis en avant avec les effets spéciaux. Et voilà. Je veux dire, donc, par contre, d'un autre côté, il y a des films, ça, c'est une comparaison, je suis sûr, je l'ai déjà dit dans les reviews, au bout de presque 65 reviews maintenant, mais c'est William Regal qui utilisait beaucoup cette image et elle m'a marqué parce que j'ai compris direct. Il me dit, il y a certains films, vous pouvez les regarder 3 fois d'affilée, vous allez toujours voir quelque chose de différent dedans et vous allez toujours kiffer autant le film. À l'inverse, il y a des films, vous les regardez une fois dans votre vie, vous êtes bon pendant 10 ou 15 ans. Et donc il utilisait comme comparaison, par exemple, je sais plus quel film il utilisait, mais moi personnellement, quand j'utilise cet exemple, maintenant dans mes stages ou dans mes entraînements, j'utilise Transformers pour les films que vous les voyez une fois, c'est bon, allez, c'est bon, j'ai eu ma dose, on se calme. Pareil d'ailleurs pour le premier Avengers. Le premier Avengers, si je me dis pas, je crois que c'est le premier, où il y a la scène à New York, là où ça se bastonne avec les extraterrestres qui arrivent. La scène je me souviens, la scène finale, ça m'avait marqué. C'est 45 minutes non-stop d'effets spéciaux, de baston et tout. À la fin, on n'en peut plus. Franchement, moi, j'en pouvais plus. Enfin, c'est pas que j'en pouvais plus. Le film était bien et c'était cool. Mais à la fin du film, je fais, ok, c'est bon. J'ai eu ma dose. Les amis, j'ai eu ma dose pour tout ce qui est combat de super-héros pendant au moins 6 mois à 1 an. À l'inverse, on prend des films, bon personnellement c'est pas que je suis un gros fan de Batman, mais j'ai adoré cette trilogie, la trilogie de Batman Begins, surtout Batman le Dark Knight et le Dark Knight Rises, les 2 derniers avec Joker et Bane. Yo les amis, ça je peux les regarder, je peux les regarder une fois par semaine, j'adorerai toujours autant, c'est un truc de ouf, parce que tout y est, le jeu d'acteur, les looks, la crédibilité, le réalisme, etc. Et c'est ça qui est magnifique, aussi bien dans le cinéma que dans le catch quand c'est bien fait, c'est que vous prenez ça sur papier, d'accord? Vous prenez le scénario par exemple de Batman Dark Knight sur papier. Vous prenez donc dans le scénario, on va dire quoi? C'est un milliardaire, pardon, qui se déguise en chauve-souris la nuit pour aller combattre le crime et il combat un clown maléfique et complètement fou, psychopathe, qui terrorise la ville. Ok, d'accord.
Alors, franchement, les amis, on parle de réalisme, d'accord? Essayez de rendre ça réaliste. Imaginez, vous avez ça, ces 3 phrases sur un papier et vous dites, ok, rends-moi ça réaliste, rends-moi ça crédible. Vous imaginez la tâche, le boulot que vous allez avoir, la mission limite impossible que vous allez avoir pour réussir ça. Et ben, c'est ce que ça a été le cas pour Dark Knight Rises. Franchement, tout le long du film, moi personnellement, on y croit, on croit que c'est possible. D'autant plus que si vous faites le bilan, il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça, hein, dans ce film. Il y en a peut-être pour l'avion de Batman, oui, d'accord. Les explosions, je pense qu'elles sont vraies. La plupart quand ils détruisent l'immeuble, l'hôpital, pareil, c'est vrai. Non, franchement, bel esprit. Et le catch, c'est pareil. Le catch sur papier, c'est quoi? C'est 2 mecs sur un ring qui font semblant de se taper, 2 mecs ou 2 meufs, avec certains des personnages de ouf. Par exemple, prenez Undertaker. Undertaker, c'est quoi? C'est censé être un fossoyeur à moitié mort-vivant qui met 10 minutes pour aller sur le ring et qui marche à 3 à l'heure dans le ring. Ok, cool. Et ben le mec, il a fait toute une carrière pendant plus de 20, presque 30 ans à rendre ce personnage crédible. Vous comprenez un peu comment le catch, normalement quand c'est bien fait, doit être fait. Parce qu'après, si d'un autre côté vous voulez faire du catch en mode Transformer ou mode quoi d'autre, qu'est-ce qu'il y aurait comme film où ça part dans tous les sens? Je sais pas, un film de Jackie Chan par exemple, qui sont très très bien, attention, mais c'est non-stop des acrobaties et des trucs comme ça. Bon, ça va, vous l'avez vu une fois, c'est bon, on peut s'en passer pendant au moins 6 mois, voire 1 an. Et donc c'est pareil pour le catch. Si vous faites du catch, donc comme ce match en équipe entre les Rascals et Alan Angel et Jake Christ, en fait, oui, c'est cool, c'est bien, mais franchement, si la semaine prochaine ils refont un match, ces deux-là, enfin ces 2 équipes-là, je veux pas dire que ça va être le même match, mais les gens vont être incapables de se souvenir des prises qu'ils ont vues la semaine précédente. Et c'est ça qui est important. Combien de fois on se souvient de passages spécifiques dans le catch qui n'ont absolument rien de... Ah, c'est bon, voilà. Qui n'ont absolument rien de spectaculaire, mais on s'en souvient à vie. Le super kick de Shawn Michaels sur Ric Flair, la défaite de l'Undertaker, enfin la fin de la streak à WrestleMania de l'Undertaker. Yo, tout ça, la victoire de Cody Rhodes à WrestleMania. Yo, tout ça, c'est des moments qui n'incluent aucun plongeon à travers les cordes, aucune chute sur la nuque, mais on s'en souviendra toute notre vie de fan. À l'inverse, ce match-là qui était, attention, exceptionnel, hein, les catcheurs sont donnés à fond, victoire, et d'ailleurs les Rascals ont gagné le match, bravo eux, ils sont donnés à fond, le match était top. Mais ce match-là, franchement, je suis incapable de dire les prises que j'ai vues, notamment ne serait-ce que le nombre de super kicks. Il y avait bam 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 bam, et en fait, ils ont besoin de 5 ou 6 prises pour faire un tombé. Enfin bref, c'est voilà, tout ça pour dire, c'est pas mon style de catch, c'est l'analyse que j'en fais. Il faut tout pour faire un monde, et il a fallu donc ce 2e match pour continuer ce bon petit show qu'on a eu cette semaine avec TNA Wrestling. D'ailleurs, regardez, parfait exemple. Après ce match-là, on a eu un match à 6, un 6-man tag match entre Northern Armory, Josh Alexander et 2 autres gars, je ne sais même pas leur nom, et contre Eric Young, Jonathan Gresham et Steve Maclin. Ce match-là, donc, c'est le jour et la nuit avec le match précédent. Et pourtant, il y a 2 mecs en plus. Pourquoi? Parce que déjà, on sent que Steve Maclin veut en découdre avec Josh Alexander. Il y a un gros contraste. C'est-à-dire que là, il y a une histoire et une feud personnelle entre les 2 clans, les 2 équipes, et donc c'est un style de catch déjà avec beaucoup plus d'émotion, beaucoup plus de l'envie de faire mal à son adversaire, et donc le style de catch est plus posé, plus travaillé, chaque coup est porté, il est vendu au lieu d'avoir des coups qui sont juste utilisés comme des transitions pour la prise suivante. Là, chaque coup est porté pour faire mal, alors que dans le match précédent, chaque coup était juste porté pour amener la prise suivante. Vous captez la nuance entre les 2 styles de catch, et donc dans ce match-là, donc dans le match à 6, 3 contre 3, le rythme augmentait juste quand il fallait. Et donc on est sur un autre style de catch. Et franchement, personnellement, moi j'accroche plus à ce style de catch. Parce qu'en plus, ce qui est bien, et c'est ça que j'aime de plus en plus avec TNA Wrestling, c'est que on a différents styles, comme ça sur le même show. Et c'est bien parce que ça donne un aperçu de tout ce que le catch peut donner. Et il y en a pour tous les publics. Donc, oh oui, bel esprit. Et il y a eu beaucoup donc d'interactions avec les 6 hommes, beaucoup de dynamique 3 contre 3, et victoire de Josh Alexander du heel qui entretient la feud entre Steve Maclin et Josh Alexander. Oh oui, feud très personnel. Le truc c'est que 2 catcheurs super talentueux, hein, je veux dire, surtout Josh Alexander, c'est un monstre dans le ring, il fait des gros trucs. Maintenant, il n'y a pas énormément de charisme, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que dans un sens, je vous le redis, les 2 ils ont un physique, ils ont une présence et ils ont une gueule. Mais il manque quelque chose, il manque ce hit factor qui fait que waouh, les yeux sont rivés sur l'appareil, sur l'appareil ou sur la télé, sur l'écran, quand on les voit à l'écran. Et ça, je sais pas, c'est peut-être une question de look, une question de personnalité, ça peut
être dû à plein de facteurs différents. Et c'est ça aussi que j'adore dans le catch, c'est que c'est pas juste one dimensional, c'est pas juste une seule dimension. Si vous voulez réussir en catch, il faut tout avoir. Il faut le physique, il faut le talent dans le ring, il faut la personnalité, il faut le look, il faut la gueule, il faut les capacités à parler, à s'exprimer au micro, à improviser, à sentir, à lire une foule. Oh oui, oh oui. Et c'est franchement, je kiffe ça. Oh oui, oh oui. Et ce week-end, on va avoir un gros week-end. Ah oh. D'ailleurs, il y a pas mal de spectateurs de la chaîne qui vont être à la Rix. Alors mes amis, je sais pas, franchement, je vous dis sincèrement, je sors très rarement après les shows. Là peut-être je ferai l'effort justement parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit dans les commentaires vous allez être là. Tout dépend de ce qui va se passer à la Rix. Je sais pas encore exactement le programme de la soirée. Enfin, en toute franchise, c'est pas exactement moi ce que je vais faire. Donc on verra mes amis, on verra. Tout comme on a vu donc après ce match, un singles match entre Ryan Nemeth, le frère de Nick Nemeth, comme si pour ceux qui sont pas au courant, parce que Joe Hendry a bien ramené le truc, et Joe Hendry justement. Donc en parlant donc de bien ramener le truc par Joe Hendry dans son personnage, il a un humour cheesy et très caricatural. Bon, ça passe parce qu'en fait le truc, c'est la vibe du personnage de Joe Hendry. Personnellement, au bout d'un moment, c'est en tant que mec de 25-45 ans qui a grandi avec l'attitude des rats, bon, ce genre de personnage babyface, allez, c'est bon, c'est marrant, cool. Mais au bout d'un moment, on veut quelque chose de plus sérieux, de plus viril, de plus couillu. Voilà. Donc, par contre, là où ça a été bel esprit et très très bien construit, c'est que donc, bon, pour faire simple, au début du match, Joe Hendry, enfin la semaine dernière, Joe Hendry a fait une musique vidéo sur la carrière de Ryan Nemeth, où grosso modo, la seule chose qu'il dit, c'est Ryan Nemeth, ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est juste le frère de Nick Nemeth. Point. Fin de l'histoire. Voilà. Et en fait, ça a fait rire les fans, c'était cool, c'est divertissant. Et là, en fait, avant ce match, il rejoue la même vidéo. Il la rejoue une deuxième fois, pour simplement faire popper la foule, mais aussi énerver son adversaire. Là où ça a été top, c'est que au bout d'un moment, Ryan Nemeth pète un câble et l'attaque avant le début du match, car il perd patience. Et là, moi personnellement, j'allais dire, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil dans le sens que, pareil, si j'étais dans la storyline et que je vivais le truc comme Ryan Nemeth, au bout d'un moment, je pèterais un câble et boum, 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 boum. Et c'est bel esprit que ce soit booké comme ça. C'est pas juste, ok, tu te fous de ma gueule, ok, d'accord, bon allez, ding, 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 faisons une prise de contact. Non, une prise de contact, c'est censé être le début d'un match où il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux. Là, tu te fous de ma gueule devant le monde entier. À plusieurs reprises, tu manques de respect. Écoute, tu vas payer. Bam, 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 je t'en mets plein la gueule. Bel esprit. Storytelling de base, mais qui marche et qui fait du sens. Donc, oh oui, oui, Tom Larufa vote pour. Ryan Nemeth est franchement très talentueux sur plein de domaines. Mais, dans le ring, il est assez limité, malheureusement. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'a jamais vraiment percé, que ce soit à la FCW ou la AEW. Je vous explique. En 2012, quand j'arrive à Tampa, il y était. Il s'appelait, je sais plus comment. C'était pas Ryan Nemeth, c'était... Ah, j'ai oublié son nom. Enfin bref, le frère de Dolph Ziggler était à la FCW quand je suis arrivé. D'ailleurs, il s'est fait virer 6 mois après, je crois. Pourquoi justement? Parce qu'en fait, je me souviens que les coachs, ils n'arrêtaient pas de lui dire... Sois plus intense dans le ring. Arrête de faire ce genre de style à moitié un peu comédie. Sois crédible, rentre dans la gueule de tes adversaires. Mais c'est soit il n'en était pas capable, soit il ne pouvait pas s'en empêcher. Il avait toujours ce côté un peu... pas comédie, mais... pas à 100% dans une compétition sportive où il faut gagner le match pour gagner plus d'argent. Et donc, parti de là... Au bout d'un moment, les coachs, ils ont lâché l'affaire avec lui et ils l'ont renvoyé tout simplement. Et en fait, là, dans ce match, j'ai vu ça en fait. J'ai vu par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Parce que pareil, là maintenant, je vous dis, j'allais dire, c'est pas que j'ai plus envie de m'attacher vraiment aux détails. Je l'ai fait dans plein d'autres reviews, mais je le vois toujours sur des trucs. À un moment, il prend un collier arrière sur le gars, il n'y a aucune intensité. Il y a de l'espace, un peu comme notre ami Santos Escobar le faisait à l'époque. Il y a de l'espace, et frérot, c'est la base. C'est la base du catch. En plus, surtout que t'en fais depuis je sais pas combien d'années. Yo, frère, si t'arrives pas à faire un putain de headlock comme il faut. Et donc, c'est ce genre de petit truc qui fait qu'à la WWE, ils sont capables de vous virer sur ça. Parce que je vous redis, c'est la base. Mais ça, après, pareil, c'est un monde à part. C'est un monde à part. Oui, c'est vraiment un monde à part. Parce que quand on est jeune et qu'on catch en France ou même en Europe, déjà on se concentre pour avoir des bons matchs et surtout pas se blesser et pas faire de loupé dans le ring. Après, quand on passe le stade au-dessus, donc et qu'on va à WWE ou TNA, c'est ce genre de petits détails qui peuvent vous faire ou vous défaire.
make you or break you. Et donc quand j'ai vu Ryan Nemeth, franchement j'adore, hein, il est ultra sympa, il avait écrit un bouquin à l'époque FCW, j'avais acheté, il était marrant ce bouquin, je sais plus ce que c'était, je sais même plus parce que c'était en 2012, ouais c'est ça, 2012-2013, et donc il y a entre 12 et 11 ans. Et il a toujours été irréprochable. Mais ouais, là dans ce match, donc je vous dis, j'ai vu que il y a manque d'intensité, manque de diversité dans son catch et aussi manque de diversité dans ses émotions. Parce que c'est ça aussi qu'il faut, c'est pas juste savoir catcher, il faut savoir illustrer des changements d'intensité, des changements d'émotion dans votre visage, dans votre langage corporel pendant tout le long du match. Et là, malheureusement, mon cher Ryan que j'adore, Joe Hendry, par contre, lui, il a la foule de son côté. Ça, c'est un peu le People's Champion de la TNA Wrestling. Donc, bel esprit. Joe Hendry remporte le match et il continue à être établi et construit petit à petit. Je reste quand même convaincu que pour que Joe devienne de la matière à être champion du monde, notamment la TNA, il va falloir trouver une vibe un peu plus sérieuse pour son perso. Parce que là, c'est un peu trop people pleasing, c'est un peu trop pas fan service, mais un peu trop gentillet. Un champion, il doit avoir une edge, c'est-à-dire un fil du rasoir sur lequel il est prêt à devenir vraiment une menace physique très sérieuse quand le moment est venu. Et là, Joe Hendry, à part avoir la foule de son côté et quand même à faire des bons trucs dans le ring, je le vois pas vraiment s'énerver dans le personnage qu'il a. Et ça, c'est très important. Pareil, s'il y a des aspirants catcheurs ou des gens qui veulent comprendre le catch, à la WWE, ils disaient souvent que pour devenir main eventer, il faut être capable de turn up the heat et y aller. Et tout simplement rentrer dans la gueule, alors, en mode catch, mais rentrer dans la gueule de façon crédible à son adversaire. Si vous n'avez pas cette vibe crédible en vous, ça va être dur d'avoir vraiment un poste très important dans une compagnie diffusée à la télé mondialement comme WWE, AEW et TNA. Oh oui, oh oui. Après ça, mes amis, avant le main event, qu'est-ce que je dis? Il y a eu un singles match. Il y a un singles match entre Rosemary et Jada Stone. Alors Rosemary, je l'ai déjà dit, elle a un super look. Franchement, elle domine ce match. Jada Stone est aussi beaucoup plus petite qu'elle, donc c'est un peu logique. Victoire prévisible de Rosemary dans un match qui était là pour la construire petit à petit. Et c'est bel esprit parce que non seulement elle a un bon personnage, et il y a besoin de ce genre de personnage dark dans une division aussi bien féminine que masculine. Et elle, c'est son rôle, et franchement, elle le remplit très bien et elle le joue très bien. Donc c'était un bon petit match féminin, limite squash match, qu'on a eu avant un segment et une promo pour The System, qui est un groupe formé de Eddie Edwards, Alicia Edwards, Moose, Fandango, que je sais, FTC, je crois qu'il s'appelle, je sais plus, TNA, et Brian Myers, qui était, comment il s'appelait à la WWE. Il était en équipe avec Matt Cardona. Bon, j'ai oublié le nom de Brian Myers à la WWE. Bref, dans tous les cas, Alicia Edwards, que j'avais côtoyé pas mal de fois à Impact en 2016, elle a vraiment pas mal de hits. Avec le public, elle a vraiment quelque chose qui fait qu'on la déteste, donc bel esprit parce qu'elle a vraiment bien progressé. À mon époque, elle catchait à peine, et quand je dis à peine, c'est vraiment à peine. Quand je dis à peine, c'est que pour faire simple, elle galérait dans le ring, ça se voyait. Là, franchement, en tout cas, au micro, elle a pris une confiance et franchement, elle gère grave. Il y a Slamovich et Jordynne Grace qui arrivent. Alors, bon, elles arrivent et je crois qu'il y a un challenge qui est lancé pour la semaine prochaine, un match en équipe. Mes amis, alors respect total pour la carrière et tout ce que fait le physique aussi notamment bien sûr, tout ce que fait Jordynne Grace. Mais Jordynne Grace, doucement sur les suppléments de muscu. J'allais dire, je sais de quoi je parle. Oui et non, pas à ce niveau-là, parce qu'en attendant, meuf, ta voix elle est vraiment en train de changer. Et je m'arrêterai là. Donc mes amis, après ce segment, nous avons le main event entre Nick Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, et Brian Myers. Alors Nick Nemeth, champion TNA, ça fait toujours plaisir à voir. Parce qu'un mec qui a accompli autant dans sa carrière, il se retrouve aussi bien dans une autre compagnie et on sent qu'il a la passion et cette passion se transforme en succès. Oh oui, c'est le bel esprit. Franchement, j'adore voir ce genre de parcours. Le mec, il a 44 ans, il est toujours au top de son game, il a toujours un bon look, il est toujours top dans le ring. Après toutes les années qu'il a passé à la WWE à nous divertir sans jamais vraiment se blesser, ça aussi c'est très très important. Oh oui, mec, tu gères. Brian Myers aussi, c'est un bon vétéran des Big Leagues, je suis allé voir un peu son
Wikimedia, pour être sûr, parce que j'aime bien étudier le parcours de ces gars, d'autant plus que ça me permet de mieux apprécier le boulot qu'ils font, aussi bien à la télé, mais dans le ring. Et Brian Myers, il a commencé le catch en 2004, il a été signé rapidement à la WWE en développement en 2006, il est allé à Deep South Wrestling. Les gars, c'est un vétéran, le gars, il catch depuis 20 ans, un peu comme moi, bel esprit, oh oui. Et donc, dans ce match, alors, Nick Nemeth était babyface. Et là, par contre, j'ai toujours pas trop compris le truc avec JBL quand il est revenu, je crois que c'était à Bound for Glory, quand il est arrivé et qu'il a mis un corde à linge pour aider Nick Nemeth à garder son titre. Et il avait fait la même chose, je crois, au Mexique, contre Alberto Del Rio, il me semble, à la AAA. Donc bref, ça pour dire, j'ai pas compris le truc de JBL, de John Bradshaw Layfield, qui est là, arrive, close line, leave, ok, d'accord, bel esprit. Alors, très bel esprit dans le sens que ça entretient le mystère. Je suis pas un expert des westerns, je suis pas un expert des cowboys, mais c'est peut-être genre une vibe genre le Lone Ranger, le Lone Cowboy qui est là, qui fait son truc, on le voit de temps en temps, il vient, il flingue un gars, il repart. Oh oui, bel esprit. Donc, si c'est ce genre de vibe et de gimmick qu'il a, alors, deux choses. Bel esprit, parce que c'est énorme, c'est pareil, c'est le genre de, surtout interpromotionnel, parce que le mec il fait ça un peu partout sur les indies, les indies télévisés où il y a un peu d'exposition aux États-Unis et même mondialement, j'ai presque envie de dire, vu qu'il a fait aussi au Mexique, ça c'est le premier truc, donc bel esprit, et puis pareil, donc ce travail interpromotionnel, c'est top, parce que ça uniformise la gimmick d'un mec, d'un vétéran, d'un anciennement wrestling god, comme il aimait dire, et bel esprit, parce que j'ai presque envie de dire, on dirait il y a que les vétérans ou les mecs qui ont de l'expérience qui sont capables de sortir ce genre de nouveaux concepts de leur poche ou de leur imagination. Et franchement, je trouve que c'est franchement bel esprit, ça marche et c'est kiffant. D'autant plus, et là, mettons en parallèle le côté business, avec WWE qui a lancé, d'ailleurs je ne me suis pas encore exprimé à ce sujet, j'attends un peu mais je le ferai, ça c'est sûr, WWE qui a lancé son nouveau programme WWE ID, Independent Development, je crois, c'est ça, bel esprit. Très bel esprit. Et donc, en fait, je pense qu'il se passe, c'est qu'ils envoient des scouts WWE, des mecs comme JBL ou Marc Henry, sur des shows indie, pour repérer des talents indépendants qui méritent un contrat WWE ID. Et donc, parti de là, vu que le mec il est sur le show, autant le faire intervenir, lui faire une corde à linge et partir. Et bel esprit. Alors si en plus le mec il se fait payer pour faire ça, bel esprit, doublement gagnant. Mais dans tous les cas, c'est top. C'est top d'allier le côté business au côté divertissement. Oh oui, bel esprit. Tout comme moi d'ailleurs quand je vais sur les showcasts et que je ramène ma GoPro pour faire des TLR POV cam. On joint l'utile à l'agréable et on joint, de toute façon je serai là pour catcher, donc autant ramener ma caméra pour essayer de faire du contenu vidéo, d'autant plus que ça rentre des fois même dans les storylines. Oh oui mes amis. Donc Nick Nemeth était babyface, il est toujours aussi bon dans le ring, ça on l'a déjà dit. Et en fait, ça aussi, alors petit commentaire qui a presque pas de rapport sur le match, mais un peu quand même. Quand je vois Nick Nemeth actuellement, je comprends maintenant pourquoi à l'époque, les coachs du PC disaient à Tyler Breeze, mon pote Matt Clément, Mathias Wild sur les Indies au Canada, quand il lui disait « Fais gaffe, parce que tu veux pas, quand tu vas arriver sur la route, tu veux pas que les gens commencent à te regarder comme un Dolph Ziggler bis ou un Dolph Ziggler de seconde zone. » Et parce qu'en fait, là, quand je voyais Nick Nemeth dans le ring avec sa grosse touffe blonde et sa façon de bouger, les cheveux qui remuent, des fois je me disais « Wow, j'ai l'impression que je vois Tyler Breeze dans le ring. » Et en fait, je me suis rappelé de ce discours qu'ils avaient, et j'en parlais avec Matt, parce que c'était un bon pote, je m'en souvenais que c'est ce discours que lui tenaient les coachs du Performance Center avant qu'il aille sur la route, et c'est vrai que c'est risqué. C'est vrai que c'est risqué. Et c'est aussi pour ça que le look, je vous redis, c'est important les amis. Pourquoi moi, franchement, parce que alors là, pas trop de gens m'ont posé la question, mais il y a plein de gens moi, dans la vie de tous les jours, pas trop en catch, qui me disent mais pourquoi tu te rases pas le crâne, t'étais mieux avec le crâne rasé. Le truc c'est que, alors oui c'est vrai, bon après attention je suis stylé aussi avec les cheveux longs même s'il y a la calvasse, mais le truc c'est que quand j'ai commencé à me raser le crâne en 2016, et ça je pense que je l'ai jamais dit sur les TLR Reviews, ou alors peut-être au tout début, mais c'était il y a 3 ou 4 mois, quand j'ai commencé à me raser le crâne en 2016, juste après la fin de mon contrat WWE, le truc c'est que quasiment personne le faisait. Franchement, le crâne rasé avec la grosse barbe, comme je l'avais, en 2016, je vous le jure, personne le faisait. Big Show avait le crâne rasé, mais il avait un petit bouc. Il n'avait pas la grosse barbasse. Qui avait d'autre Goldberg avait juste le bouc. Non, il n'y avait pas de mec crâne rasé, grosse barbe. En 2016, c'est sûr et certain. D'autant plus que je vais vous le dire aussi franchement, je me suis rasé le crâne, ressortez les archives, les amis. Je me suis rasé le crâne en février 2016. J'avais en tête de reprendre le personnage de Spartiate et de me faire la marque rouge comme Kratos dans les jeux God of War. Seulement, à l'époque, God of War 4 n'était pas encore... God of War 4, oui, 4 par Ragnarok. God of War 4 n'était pas encore sorti.
Il avait annoncé mais rien montré de visuel. Donc dans l'inconscient des gens et même dans le conscient, Kratos était uniquement connu avec son petit bouc sur le menton et pas de moustache, pas de barbe, juste le bouc sur le menton et sous la bouche. Point barre. Et moi je me suis toujours dit, avant même la WWE, je l'avais mis dans une story Facebook d'ailleurs, putain, ça serait énorme de faire un look à la Kratos mais avec un crâne rasé mais une grosse barbe de Spartiate. Et en fait, cette idée me trottait dans la tête depuis des années, avant même la WWE. Mais je m'étais jamais rasé le crâne, parce que comme vous le voyez dans les TLRAM, j'avais de beaux cheveux bien longs. Et donc, parti de là, j'ai commencé donc à me raser le crâne et à avoir la grosse barbasse, février 2016. Le premier trailer de God of War avec Kratos, la grosse barbasse et le crâne rasé et la marque rouge, il est sorti, je vous dis pas de bêtises, en mai ou en juin 2016. Donc en fait, 2 ou 3 mois après que j'ai sorti ce look pour le personnage du Spartiate et sur les Indies. Donc là, les amis, et à partir de là, quand Kratos est apparu, là je vous dis, sur chaque show de catch, que ce soit indépendant ou même télévisé, genre aux États-Unis, vous aviez au minimum, vous aviez 3 gars, crâne rasé, grosse barbe. Pourquoi? Parce que après les gars, ils ont commencé à se rendre compte que dès que je perds mes cheveux, je vais me raser le crâne et je vais me laisser la barbe. Et c'est vrai que c'est très stylé. Enfin, c'est très stylé si vous arrivez, déjà si vous avez une belle forme de crâne, moi j'ai la chance d'avoir ça, et si vous avez le look et le physique qui va pour. Donc ça, voilà. Et donc au final, comme je suis arrivé maintenant, au bout d'un moment, j'étais arrivé sur des shows où chaque fois il y avait 3 ou 4 gars avec le crâne rasé et la barbe, comme je vous dis pour Nick Nemeth et pour Matthias Wilde, enfin Tyler Breeze. Le truc c'est que je me démarque même plus maintenant, je me démarque même plus parce qu'ils ont tous des tatouages, ils ont tous le crâne rasé, ils ont tous la barbe. Donc non, tu sais quoi, je vais laisser me repousser les cheveux parce que déjà non seulement primo, personne n'ose le faire d'avoir un peu de calvitie et au final de se laisser les cheveux longs. Ça, ils se chient tous dessus. Les seuls qui l'ont fait, c'était Hulk Hogan, Jesse Ventura, Macho Man, oh oui, et Tom LaRuva. Voilà, point barre. Et parti de là, je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Et je vais montrer que tu peux avoir du style en étant comme ça. Oh oui. Et c'est ce que je fais. Ah oh, bel esprit. Et donc bref, ça pour dire, très important d'avoir un look qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est la base. C'est la base, mes amis. Et là, donc, en voyant Nick Nemeth dans le ring, je repensais à ce qu'ils avaient dit et ce qu'ils disaient à l'époque à Tyler Breeze. Et donc, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Enfin, j'avais déjà compris à l'époque, mais je me suis dit, oui, c'est vrai que les deux se ressemblent pas mal. Et surtout, en plus, dans leur façon de catcher, leur façon de bouger. Et ça, c'est très, 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 très important. Si vous voulez vous démarquer, les gars, il faut être unique. Et sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Donc on a eu, mes amis, un très bon main event pour clôturer une bonne nuit d'action non-stop totale. Oh oui, vous avez vu ce que j'ai fait. Et victoire de Nick Nemeth, qui, je pense pas que le titre était en jeu, mais il va affronter, alors voilà, c'est ça, il va affronter Eddie Edwards à Turning Point, qui est un pay-per-view de la TNA, que la TNA va avoir le 29 novembre. Alors ça, je pense que ça va être un week-end très chargé, mes amis, parce qu'il y aura Turning Point, il y aura Survivor Series, et il y aura Deadline, NXT Deadline. Ouh. On va y aller au jour le jour, mes amis. On va sentir les énergies. On va se fier aux échanges énergétiques avec l'univers. Et on verra ce qu'on fait cette semaine. Bon, déjà, il y aura sûr et certain Survivor Series War Games, bien évidemment. Deadline, je pense très sincèrement le faire. Turning Point, on verra. On verra, mes amis. Parce que, comme vous le voyez, j'y mets beaucoup de temps dans la chaîne et ça me fait toujours très plaisir. Mais il n'y a pas que la chaîne YouTube aussi, malheureusement. Ça serait bien si avec ça. Bon, enfin, non, ça serait bien aussi qu'il y ait la carrière. Mais voilà, on va y aller tranquille, on verra les énergies. 2 petits trucs. En parlant de la chaîne. TLR Stories, c'est bon, ça y est, j'ai tout filmé. Ouh, elle est pas mal. Hein. J'ai réussi à tout couper pour que ça fasse à environ, je crois, elle fait 27 minutes. Où je vous parle de toutes mes interactions en personne avec Vince McMahon. Et je pense que vous allez vraiment aimer. Parce que je pense que la plupart, j'ai dû déjà en parler, mais pas autant en détail que je vais le faire dans cette vidéo. Et vous allez, il y a certaines, elles vont vraiment, alors certaines vont peut-être, alors je vais pas dire vous impressionner, mais vous faire dire ah ouais quand même, et d'autres elles vont vraiment vous faire marrer, je pense, surtout la dernière. Donc la prochaine Tyler Stories, je vais me débrouiller pour qu'elle sorte la semaine prochaine. Oh oui, toutes mes interactions et mon ressenti d'avec Vincent Kennedy McMahon en personne, bien sûr. En personne, c'est important. Hein. C'est pas juste le ressenti de ce que je vois de lui sur Internet. Non. Moi, je vais vous parler des fois où je l'ai eu en face de moi et j'ai parlé avec lui et je lui ai serré la main. Oh oui, ça sera dans la TLR Stories numéro 3. Mais avant cela, petite conclusion donc sur ce TNA Wrestling du 14 novembre. Mes amis, franchement, j'aime beaucoup la TNA. Pourquoi? Parce que je trouve que le format du show est très digeste. Le timing des matchs est parfait. Quand je regarde le show, je me fais vraiment pas yesh. Et c'est super. Parce que des fois, ça m'arrive hein, dans certains Raw ou SmackDown, je regarde ailleurs, je regarde mon portable et tout. Là, franchement, je suis on du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que je vous dis, le timing de tout, la construction du show, le timing des matchs et des segments est très digeste. Et c'est ça aussi maintenant, avec l'analyse, parce que j'ai cet esprit très analytique, je pense que vous l'avez compris maintenant. Autant NXT est mon show préféré dans son contenu, dans tous les personnages, les matchs, etc. Autant, dans la forme, je préfère TNA. Dans la qualité, je préfère NXT.
mais pas dans la, oui, dans la quantité, dans la forme. Alors voilà, on va refaire ça. Dans le fond, NXT c'est mon préféré, mais dans la forme c'est TNA. Vous comprenez le truc? Pourquoi? Parce que je vous redis, les matchs s'enchaînent bien. Je pense que c'est des matchs de 8 minutes. Je vais regarder. La prochaine fois, je vais essayer de regarder les timings du show et de voir exactement combien de temps ils allouent à chaque segment. Mais je pense que c'est ça. C'est 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes, 4 minutes, 8 minutes, 4 minutes. Et ce rythme est pas mal. Alors, est-ce que c'est un rythme de la vie? Est-ce que c'est un rythme du corps humain qui est fait comme ça? Je sais pas. Ça serait à étudier. C'est ce que nous verrons potentiellement dans une future télé reviews de TNA Impact Wrestling, mes amis. Donc, cette semaine, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pris. J'ai pris deux questions. Deux questions parce que je me disais que cette review allait être un peu courte, mais non, j'ai menti parce qu'elle fait presque 35 minutes. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même garder les deux questions que j'ai prises. Donc la première, c'est Manu Bomba 69. Ton pseudo me dit quelque chose, donc j'ai déjà dû répondre à certaines de tes questions. Alors, tu me dis, question pour ma part, désolé, raisonnement un peu long. Tu dis que Boba qui prend son temps, Wesley versus Evans qui vendent bien, c'est... moi, c'est ce qui me plaît et c'est justement ce qui fait la différence entre avec la AEW où on empile les stars. Ok. Alors, ta question, c'est comment on adapte son style de catch entre personnalité forte qui fait réagir la foule et sur les émotions qu'il transmet contre un catcheur qui fait des prouesses athlétiques. Comment tu gères les oppositions de style quand tu rencontres un catcheur qui vend moins et qui va te dire « Moi, je veux faire 3 ou 4 spots de dingue parce que c'est ma marque de fabrique. » Alors, cette question, elle est sous différents angles. Déjà, ça dépend de... Déjà, est-ce que tu es à la télé ou pas à la télé. Si c'est un match indie, tu vas comprendre. Si c'est un match indépendant qui n'est pas télévisé ou qui n'est pas filmé, et que le mec il veut faire des prises de ouf, moi je te parle avec mon expérience. Quand j'étais plus jeune, j'étais fou. J'étais à moitié taré, comme tous les jeunes. Hein. Vous voyez dans les TLRM, je faisais des prises de ouf, même s'il n'y avait pas de caméra. Maintenant, avec le temps et avec l'âge et tout, avec l'expérience, je me dis, bon, frérot, il n'y a pas de caméra. Ça n'a rien de prendre ce risque, parce que ne serait-ce que le pied qui glisse, la preuve. Regardez, Aigle Blanc récemment, je parlais avec lui, il s'est fait mal au genou sur une bêtise. Donc mes amis, limitons les risques. Limitons la casse, ayons quand même un bon match, mais c'est pas parce que tu vas pas faire ton springboard 450 à l'extérieur du ring que le match va être pourri. Essaye de le rendre bon sans faire cette prise de risque. Donc ça, c'est si c'est pas télévisé. Maintenant, si c'est télévisé, là, c'est différent parce que c'est vrai qu'en effet, c'est une vitrine à laquelle tu vas vendre ton produit, tu vas vendre ta cam, tu vas vendre ta marque de catch, ta marque de catcheur, ton personnage et ton style pour être ramené la semaine d'après parce que tu as connecté avec le public et tu as eu une grosse réaction. Et là, dans un sens, c'est pareil. Si le mec, il veut juste briller, ou il n'arrive qu'à briller en faisant des 50 000 saltos arrière, au risque de se péter une cheville ou un genou, frérot, c'est ta faute. Mais c'est ta faute. Bon, alors, je vais t'aider, mais attention, par contre, il faut que tu m'aides aussi. Tu vois, c'est un travail d'équipe, hein, parce que si je suis juste là pour faire briller, alors à moins que ce soit l'ordre de l'office, qui va dire, allez, c'est un squash match, prends toutes ces prises et fais rien, là, c'est différent. Mais si c'est 50-50 et que tu as de la liberté pour monter ton match, là, non, calmons-nous, les amis, hein. Je veux dire, ok, tu vas faire tes prises, mais primo, je vais pas chuter sur la nuque uniquement pour faire briller. Ça, c'est la base aussi. Il y a beaucoup de catcheurs qui pensent pas comme ça, qui pensent pas comme moi. Moi, je prendrai jamais, je donnerai jamais une prise à mon adversaire que je suis pas d'accord pour prendre. Point barre. Et donc, parti de là, alors oui, je veux dire, vous allez toujours trouver des jeunes qui sont prêts à chuter sur la nuque juste pour avoir un chant d'ici awesome. Mais ça, c'est pas du catch. Ça, c'est pas, en tout cas, c'est pas le genre de catch que personnellement je fais. Et donc, comment je gère ce genre de truc? Bah en fait, c'est de la politique. Et puis après, ça dépend aussi de ta position sur la carte. Moi, je peux te dire franchement, hein, sur un show, c'est très rare que c'est très rare. J'allais dire que je veuille faire ou que je ne veuille pas faire un truc et qu'on me dise non. Voilà, bah, de tout, par rapport à la carrière, la position, mais même à l'époque quand j'étais plus jeune en fait. Quand j'étais plus jeune et que je rentrais de chez Landstorm, avec d'autres jeunes, notamment à la WS, des fois on s'est frité un peu, d'ailleurs vous verrez une TLR Stories qui a failli terminer en baston le match, dans les vestiaires. J'en dis pas plus, parce que ça, dès que je vais la mettre dans le sondage, vous allez voter pour elle. Bon bref, j'aurais pas dû le dire, mais c'est pas grave. Et donc ouais, plusieurs fois on s'est frité avec certains catcheurs dans les vestiaires, parce que c'est tout, le style de catch n'accordait pas, dans le ring il y avait eu un petit problème. On s'est pas battu, mais le mec, je l'ai remis en place. C'est tout. C'est une question de ce que tu dégages. Donc, tout ça pour dire, quand il y a des discussions comme ça par rapport à des styles de catch qui s'opposent, il faut être politique. Mais au bout d'un moment, soit si personne n'est capable de prendre une décision, si tu es à la WWE ou même sur les indies, tu vas voir le promoteur. Tu vas voir le promoteur et tu fais, bon là, on a un problème. On a un problème, on sait pas, j'allais dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord, qu'est-ce que tu veux, patron? Point barre. Ça, c'est le premier truc. Ou alors, à la télé, tu vas voir le producteur du match, ou carrément Triple H, si tu as une bonne relation avec lui, et tu lui expliques le problème, et c'est eux qui prendront la décision pour toi dans tous les cas. Voilà, mon ami, voilà, Manu Domba 69, ça c'est pour ta question. Et deuxième question, alors, wow. Eh, bah, tiens, écoutez, ah ouais, c'est bon, j'ai le pseudo, j'allais dire, j'ai pas le pseudo. Oui, je l'ai, il est un tout petit. C'est RomMac5337 qui me dit:
Merci pour cette nouvelle review, de rien amigo. Une petite question. Les personnes avec qui on fait la route et avec qui on traîne en général peuvent-ils avoir un impact sur la carrière? Par exemple, si les officiels ne les aiment pas ou au contraire ce sont des stars en devenir, est-ce qu'on peut recevoir des opportunités ou des punitions? Alors voilà, j'ai pris cette question parce qu'en fait les deux, ça rejoignait un peu le même truc qui est que l'ambiance backstage et la relation de travail avec les collègues de travail. Donc tout ça pour dire, mon ami Rob Mac, pareil, il me semble que j'ai pas répondu déjà à une de tes questions. Donc bel esprit les gars, si vous posez, je refais des questions de vous, c'est que vous posez de bonnes questions. Donc, est-ce que bien évidemment... Alors oui tout de suite. Alors oui tout de suite et tu vas comprendre pourquoi. Les personnes avec qui on fait la route, avec qui on traîne, ça a un impact sur ta carrière, peut-être indirect déjà à la base. Claudio Castagnoli m'avait dit à NXT, parce que je vous dis, on était très potes, on parlait bien, en français d'ailleurs, ça lui faisait travailler son français, il me disait. Et j'adorais son premier thème, c'est un miracle. Franchement, je kiffais. Hein. Ou miracle tout court, fait par Jim Johnston. Pour ceux qui s'en souviennent, dites-le dans les commentaires. Oh oui, oh oui. Et il me disait, il faut faire très attention avec qui sont tes partenaires de voyage. Parce qu'en fait, ça peut te miner le moral ou rendre ta carrière un plaisir, un rêve. Et il avait totalement raison. Parce que moi, je peux vous dire, ma voiture jusqu'à ce que Marcus arrive, ouh là là, je vais pas dire les noms, mais waouh, c'était une boule noire de dépression. Les mecs, ils passaient leur temps à se plaindre, ils passaient leur temps à se dire ouais, c'est de la MERDE, mais ça j'en avais déjà parlé dans une story anyway, dans une review. Et c'était en fait ça te minait le moral et tu commençais à voir la vie pas en rose mais en noir. Et à l'inverse, quand j'ai eu ma voiture avec Neville, Marcus et Danilo, l'arbitre italien, mais en fait on rigolait tellement que même si les shows étaient relous parce qu'on catchait pas ou quoi, c'était énorme. On passait, c'était énorme. Ça te changeait la vie. Donc déjà, primo, oui, ça peut avoir un impact sur ta carrière parce qu'après, si tu deviens dépressif, tu deviens énervé, tu deviens pas content, tu vas te plaindre et tu vas foutre en l'air ta carrière avec les coachs et avec tout simplement toute l'ambiance du performance center. Et je l'ai vu, hein. Je l'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des gars se monter tellement la tête entre eux dans leurs car rides et tout qu'ils ont commencé à se plaindre au boulot et ils se sont fait virer au bout de 2 mois. Ça, je l'ai déjà vu. Donc ça, c'est important. Ensuite, vis-à-vis des officiels, pareil, si vous traînez avec des hit magnets, comme on dit, pareil, ça peut être vu d'un mauvais œil et surtout, ils peuvent se dire, oulala, lui, il traîne avec un tel qui passe ses week-ends à être bourré et à se faire arrêter par les flics. C'est pas une personne sur qui on peut trop miser financièrement. Parce que si on commence à le faire mousser, qu'on le met champion NXT et que le lendemain il est dans les journaux parce qu'il s'est fait arrêter lui aussi parce qu'il avait trop bu ou il avait bu au volant, c'est très mauvais pour l'image de marque de la compagnie. Et ça arrive tout le temps. Ce genre de discussion, ça arrive tout le temps. Mais en fait, c'est tellement logique qu'il faut être débile en fait pour le faire. Surtout si l'office t'aime bien, tu vas te tenir à carreau pour mousser et avoir une belle carrière et devenir millionnaire. Ou voire, bon peut-être pas milliardaire quand même pas, mais devenir millionnaire. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle Roman Reigns est dans la position où il est. Bon oui, même s'il a foiré quelques drug tests de mémoire, si je me souviens bien. En attendant, le mec, je pense, et il s'est jamais fait arrêter, ou en tout cas, il savait que le mec avait une vie personnelle assez stable, je pense, et qu'il pouvait miser sur lui. C'est la base. Tu vas pas faire champion un gars qui est instable ou que tu sais qu'il peut péter un câble du jour au lendemain. Ça, c'est logique. Et donc, ton entourage joue aussi là-dessus. Parce que si tu restes avec j'allais dire des fouilles merde, oui, des gars qui passent leur temps à faire la fête le week-end, ça arrivé, hein, je veux dire, je l'adore franchement, hein, mais Bram, Tom le Timer, qui est champion NWA du monde actuellement, bel esprit, très très bon catcheur et surtout super physique, super gueule, ça c'est un catcheur. Oh oui, on avait failli le booker d'ailleurs à la Wrestling Stars, mais ça avait jamais pu se faire. Et ce mec-là, il a tout le talent du monde, mais quand il était à la FCW à Tampa, il aimait sortir le soir et le samedi soir et le dimanche après les shows et aller boire, parce que Tampa c'est une belle ville pour faire la fête. Et un jour, il a fait le con, il s'est fait arrêter, et puis voilà, et vu qu'il s'est fait arrêter parce qu'il avait trop bu sur la voie publique, et le lendemain, il s'est fait renvoyer. Donc mes amis, faites très pour tous ceux, et je souhaite que vous soyez nombreux, tous ceux qui vont à la WWE ou à la EW ou à la TN un jour, faites très attention avec qui vous traînez, dans le sens que l'image de marque de la compagnie repose sur vos épaules s'ils mettent la machine derrière vous. Et c'est pourquoi, mes amis, gardez le bel esprit. Gardez les bonnes vibrations bien élevées. Et on se voit demain pour Télé Reviews de WWE SmackDown. Oh oui, bel esprit.